Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on a le plaisir d'avoir Kevin avec nous qui du coup, fait partie de PPA en plus, en 4e année, en communication Brain Content. Et du coup, tu as commencé ton parcours scolaire dans la com en 2018 avec un BTS, qu'ensuite tu as enchaîné avec un bachelor dans le web marketing. Et donc là, tu as intégré cette année donc PPA en master. Et avant ça, donc ça fait 6 ans que tu t'es lancé dans un parcours associatif assez particulier. Du coup, vas-y, je te laisse nous en parler un petit peu. Très bien. Alors, déjà, merci à toi et merci à tous en tout cas d'être venus. Bonjour à tous, je vous salue. Très heureux en tout cas d'être ici. Je pourrais commencer de manière très classique en vous présentant ce que c'est la force d'aimer. Je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, ce que ça signifie, ce que c'est, et ce que ces images aussi signifient. Je pense qu'il y a un kakémono, peut-être que certains les ont vus. J'ai laissé un peu des petits flyers partout dans l'école un peu, et je pense que tout le monde les ont aperçus. Donc du coup, en fait, la force d'aimer, si je peux me permettre, c'est quelque chose, une organisation tout simplement engagée pour la justice sociale. Mais avant de parler de la force d'aimer, j'aimerais d'abord parler du parcours qui m'a emmené du coup à créer la force d'aimer, au fait, parce que je suis fondateur de l'association. Mais aujourd'hui, ce qui est peut-être concret aujourd'hui, parce qu'il y a des actions qu'on mène aujourd'hui, pour moi, ça l'a été il y a 10 ans. Donc on se dira, mais il y a 10 ans, qu'est-ce qui a commencé il y a 10 ans, puisque l'association a été créée en 2020. Mais pour moi, si vous voulez, il y a 10 ans, en revenant 10 ans en arrière, j'avais là juste 14 ans et je me posais des questions tout simplement sur mon identité, sur qui j'étais et sur quel était le but de ma vie. Je pense que c'est des questions qu'on se pose tous un peu. C'est des questions qui nous sont propres. On se demande un peu quelle est l'essence de ma vie, d'où je viens. Étant donné que je suis français d'origine congolaise, il y a cette question qui me revient pertinemment. Et en tout cas, assez tôt, à 14 ans, je me pose cette question, moi, en tant que français d'origine congolaise. Mes parents viennent d'ailleurs, ils sont venus dans les fins des années 80. Donc c'est logique pour moi de se poser cette question. Et en bouquinant, en regardant beaucoup de documentaires, en m'intéressant à mon histoire, plus largement, que ce soit celle de la France, mais aussi celle de la République démocratique du Congo, je me sens quand même comme un privilégié. C'est vrai que je suis né à Mantes-la-Jolie, dans le Val-Fouré. C'est pas naître dans le 15e, hein, on est sûr. Mais, toute proportion gardée, ça reste quand même pour moi un privilège. Ça reste quand même pour moi un privilège. Quand je compare ma situation à celle peut-être de mes semblables ou certains qui ont peut-être tout de moi, ou peut-être des cousins, des proches familiers à moi, mais qui n'ont pas forcément la même réalité, puisqu'ils sont confrontés à une réalité qui est un peu plus dure, un peu plus sévère, si je peux me permettre. Et je me rends compte que je suis privilégié tout simplement, en fait. Je me dis tout simplement que je suis privilégié, j'ai des choses à faire. Et sûrement que de ces privilèges-là, je ne pouvais pas les bafouer, parce que certains, ces privilèges-là, s'ils pouvaient les avoir, peut-être c'est sûrement, et pour certains, c'est peut-être leur prière chaque jour, de se dire que être à la place de certains qui sont en Europe, en France pour mon cas, avoir leur opportunité d'éducation, d'aller à l'école, et toutes les ressources qu'on dispose ici, parce qu'il n'y a pas que l'école dite classique, je me sens quand même privilégié de tout ça, en fait. Et je me dis que, tout simplement, ça serait ridicule, en tout cas, de pas utiliser à bon escient tous les privilèges que j'ai, tout ce que j'ai à disposition et tout ce que ce pays m'a mis à disposition. À partir de là, je me rends compte et je me dis que, comme j'ai dit, je vais utiliser tout ce que j'ai autour de moi, toutes les ressources à bon escient. Mais il y a aussi un sentiment d'empathie qui naît et qui me dit que, quelle aurait été ma position si moi j'avais été à leur place, en fait. Quelle aurait été ma position, quelle aurait été ma pensée si j'aurais été de ceux qui naissent à Kinshasa ou partout ailleurs en Afrique et partout ailleurs dans le monde, puisque les injustices sociales, elles ne sont pas simplement présentes sur le continent africain, elles sont présentes partout. Mais quelle aurait été ma réaction, en fait, vis-à-vis de mes semblables ou vis-à-vis de d'autres personnes si je voyais qu'ils étaient dans l'indifférence totale? Et je me suis tout simplement mis à la place de l'autre, en fait. J'ai essayé de me mettre à la place de l'autre autant que possible, parce que c'est une réalité que je ne connais pas, si je n'avais imaginé cette réalité. Donc de là, je me suis dit, ok, à ce moment-là, j'ai 14 ans, on est en 2012, je crois. Ouais, 2012. Et je me dis, ok, c'est ce que je veux faire. Ok, c'est le chemin que je vais prendre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas la forme que ça va prendre, je ne sais pas quand, mais je sais que je veux m'engager pour le développement autant de mon continent, mais aussi de ceux qui vivent des injustices sociales. Si je peux être une solution, peu importe de la manière, j'essaierai de le faire. Et je me dis, ok, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, la vie suit son cours, bien sûr. À 14 ans, on peut imaginer qu'on ne peut pas faire grand-chose. On est bien d'accord là-dessus.
Donc le temps avance et je me dis, moi qui me suis vu rêver d'être docteur, d'être infirmier, d'être médecin, d'être basketteur en NBA, je me suis dit que, bon, basketteur NBA, vous savez, ligaments croisés, c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit que je peux pas, en fait, de ma position, c'était sûr que je me sentais redevable de quelque chose. Et là, au-delà de l'empathie, j'ai senti ce niveau de devoir, en fait. C'était devenu un devoir pour moi. Ce qui était d'abord une prise de conscience, qui est devenu quelque chose d'empathique, c'est devenu un devoir pour moi. Donc comme j'ai dit, la vie suit son cours. Et il s'avère que juste 4 ans après, en 2016, je fais mon premier voyage en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Je titille un peu ma mère pour que je puisse voyager. Je la turbule un peu et à l'époque, j'ai en alternance, ça me permet de payer mon billet avec elle. Donc du coup, je fais mon premier voyage à Kinshasa. Et humblement, je demande autour de moi, dans mon petit réseau Facebook, je demande des fournitures scolaires en fait, pour pouvoir soutenir certaines écoles. En tout cas, l'école que j'ai décidé de soutenir, c'était l'école de mes cousins qui y ont étudié quand ils étaient plus jeunes. Donc je réserve une valise de 23 kilos que je décide d'emmener tout simplement. J'ai reçu quand même pas mal de dons, pas mal de fournitures scolaires que j'ai pu emmener. Et le fait d'y aller, le fait d'être sur place, ça m'a réconforté dans le fait que, ok, peut-être que je m'étais dit que c'était ce que je voulais faire, mais le fait d'être sur place, de voir la réalité, d'être confronté à cette réalité, ça a juste marqué le faire en fait. Ça a juste marqué la détermination que j'ai eue. En 2016, à mon retour, il y a juste l'ambition de repartir. Et j'avais un peu, sans m'en rendre compte, j'avais un peu ce truc-là de communicant. Et j'ai pris une caméra avec moi, j'ai dit que je vais filmer parce que ceux qui m'ont donné des fournitures, ceux qui m'ont donné des dons, ben, il fallait que je leur donne une attestation que ça s'est bien passé, que les dons ont bien été donnés en fait. Et que même si je voulais démarcher demain un organisme ou des gens, il fallait pour moi ben, quelque chose aussi sur lequel je pourrais me baser avec une identification du terrain. Et c'est ce que je fais. En 2017, je repars à Kinshasa. Et là, je fais une action du coup avec nos filles qui avaient une branche associative et humanitaire. C'est l'action que je mène en 2017. À une plus grande envergure, parce que là, on avait récolté peut-être près de 2000 euros. Donc ça m'a permis d'avoir une action un peu plus conséquente, toujours dans la même école. Arrivé 2018, normal, rebelote, c'est normal pour moi de me dire que je vais reprendre. Mais il se passe quelque chose, c'est que la perspective que je voulais avoir de base, je commençais à la perdre en fait. Je commençais à la perdre. Et j'avais plus du tout cette perspective dans le sens où je pars du principe que aider c'est bien, mais aller au-delà de l'aide c'est encore mieux. Je ne me positionne pas comme une association, ou on ne se positionne pas comme une association qui ne vise qu'à aider et puis repartir dans ses activités. Il y a une vraie volonté de ne pas perpétuer l'assistanat. Parce que c'est ce qu'on voit un peu, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations qui perpétuent l'assistanat. Et ce n'était pas du tout mon objectif, ça n'a jamais été mon objectif. Mais en 2018, il y a une petite remise en question qui est là. Et je me rends compte qu'en fait, dans ce que je veux faire, il y a juste l'ambition d'aller, de faire ce que j'ai à faire, de faire la vidéo, et puis qu'on me salue dans la rue. Mais c'est bien Kevin ce que tu as fait, c'est super ce que tu as fait. Mais la dimension de perspective, elle était totalement perdue pour ma part. Et je m'y retrouvais plus. Donc en 2018, je décide totalement de couper, de m'arrêter, parce que la dimension de perspective, elle est perdue. Et la forme a pris le dessus sur le fond. Tout ce que je ne veux pas. De 2018 jusqu'à 2020, ça me permet de penser, de réfléchir, de poser les bases de ce qu'aujourd'hui est la force d'aimer. Ça me permet d'avoir une dimension un peu plus grande et voir des objectifs à long terme, des objectifs qui viseraient justement à créer, au-delà de l'action sociale, créer justement des solutions économiques pour que demain, un citoyen, une famille, et peut-être plus largement, devienne indépendant. Et aujourd'hui, c'est le fer de lance aujourd'hui de l'association La Force d'Aimer. C'est-à-dire que, outre le fait qu'on a de l'action sociale qui est notre action de prédilection, c'est notre champ de prédilection, bien sûr, l'action sociale, mais il y a aussi cette conscience qu'on veut aussi emmener, pour moi, jeune de la diaspora, ou même vous êtes qui est là, vous tous qui êtes là, de converger nos capacités, nos intelligences, nos compétences, à moitié ou peut-être la totalité, pour le développement du continent. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans, en fait. On n'est pas indifférent, je ne pense pas qu'on soit indifférent, mais je pense que souvent, ce qui nous manque, c'est juste la méthodologie ou la planification. Comme j'ai dit, je ne suis pas le seul dans l'environnement social. Je ne suis pas le seul acteur social sur le continent africain, je ne suis pas du tout le seul. Mais peut-être que les ambitions ne sont pas forcément les mêmes. Comme j'ai dit plus tôt, l'ambition pour nous aujourd'hui est de permettre demain à ce que ceux qu'on assiste aujourd'hui deviennent indépendants demain. Alors bien sûr, il y a un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
c'est pas en claquant des doigts, pardon, que ça se fera comme ça du jour au lendemain. Il y a un processus. Et c'est ce pourquoi l'action sociale, c'est une priorité pour nous. Parce qu'il y a des besoins primaires que nous, on peut avoir. Vous mangez bien tranquillement, mais sachez qu'en République démocratique du Congo, la moyenne de la population vit avec $1 par jour. $1 par jour. C'est l'équivalent peut-être de 1,50 €, quelque chose comme ça. À 1,50 €, je ne sais même pas si on a une baguette traditionnelle. En tout cas, c'est la réalité. C'est une réalité que moi, je ne suis pas confronté, mais c'est une réalité que d'autres sont confrontés. Et aujourd'hui, depuis 2020, on travaille depuis 2020, avec une organisation qui est aussi présente sur place. Parce que l'ambition pour nous, il n'y a pas du tout l'ambition de venir avec la cape de super-héros en se disant qu'on va trouver toutes les solutions. Non. Il y a quand même une dimension où la jeunesse et des personnes qui sont sur place sont au courant des réalités que moi, je ne connais pas. J'aurais beau bouquiner, j'aurais beau regarder des documentaires et en regarder. Il y a une dimension de la réalité du palpable que moi, je ne connais pas. Et eux, ils la connaissent mieux que moi. Et c'est pourquoi je me suis affilié du coup avec une organisation qui est à l'est du Congo, qui s'appelle Power Foundation. Et depuis 2020, ça a été tout simplement de les soutenir financièrement, avec la perspective de commencer une action en 2021. Et c'est ce qu'on a fait en 2021, à l'est du Congo, à Goma et Bukavu, 3 établissements. Et à peu près 400 élèves ont reçu notre soutien en termes de fournitures scolaires. Il y a une vingtaine d'enfants aujourd'hui qui sont parrainés sur l'ensemble de l'année scolaire. Nous, à titre personnel, la Force d'Aimer, on parraine 2 enfants qui sont en classe secondaire, c'est-à-dire l'équivalent du collège. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, la Force d'Aimer, comme j'ai dit, outre l'action sociale, il y a cette ambition qui est de permettre demain à ceux qu'on assiste aujourd'hui, demain deviennent indépendants. Au-delà de ça, on va parler d'une chose qui est primordiale pour nous, c'est-à-dire celle de construire des ponts et des solutions économiques. Bien sûr, on ne créera pas forcément Danone ou d'autres firmes agroalimentaires ou d'autres grosses sociétés, mais il y a cette ambition-là d'essayer de construire quelque chose avec les populations là-bas. Il n'y a pas l'ambition pour nous de faire pour les gens là-bas, mais il y a l'ambition pour nous de faire avec la population là-bas. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui je travaille avec des locaux qui sont sur place, qui connaissent la réalité du terrain mieux que moi. Moi, je m'additionne à leur travail. J'apporte des solutions, mon point de vue, mes compétences, mais je m'additionne à ce qu'ils ont commencé et ce qu'ils font sur place. Parce que je ne veux pas avoir cette prétention-là de me dire que j'ai les solutions à tout, ou en tant que jeune Français d'origine congolaise, étant donné que j'ai accès à beaucoup de choses ici, ben j'aurai sûrement les solutions à tout. Ce n'est pas du tout l'ambition que je souhaite avoir, que nous souhaitons avoir. Donc c'est un peu ça. Et pour finir, je dirais juste une chose, c'est que, comme son nom l'indique, la Force d'Aimer, il y a quelques éléments, et je vais en citer quelques-uns, qui sont primordiaux pour nous, la Force d'Aimer. La première chose, c'est que tout ce que l'on fait naît d'un sentiment d'empathie. Comme j'ai dit, à 14 ans, la seule chose que je me questionne, c'est que j'aurais pu être à leur place, en fait. Il n'y a rien qui me présageait, il n'y a rien qui me prédestinait à être là où est-ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a rien qui me prédestinait à naître à Mantes-la-Jolie, il n'y a rien qui me prédestinait à être là devant vous, à avoir les privilèges que j'ai. Et tout naît de l'empathie. Avant même de bouquiner, avant de regarder quelconque reportage, tout naît de l'empathie. Et pour nous, c'est quelque chose de primordial. C'est notre base, c'est notre fondement, l'empathie, et aussi un altruisme réel et authentique. Sans ces deux choses, c'est presque impossible. Je pense que le nom La Force d'Aimer, c'est quand même très fort. Mais ces deux choses sont fondamentales pour nous. Elles sont vraiment fondamentales. Et la dernière des choses, c'est pourquoi j'ai décidé de choisir comme nom La Force d'Aimer, tout simplement parce que c'est le titre d'un ouvrage de Martin Luther King, un ouvrage qui est paru en 1963. Et à la lecture de ce livre, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis retrouvé. Au-delà, personnellement, au niveau de ma foi, mais aussi de la démarche qui est celle de s'engager socialement, en fait, et politiquement, parfois, pour son pays. Donc c'était un peu tout. J'espère que je n'ai pas été trop long. Aujourd'hui, la question pour nous, c'est de se dire, OK, nous sommes français. Pour certains, nous sommes français d'origine, pardon. Mais quels enjeux au fait, sont là devant nous? Et quel rôle nous avons à jouer, au fait, pour le continent africain? Moi, je ne crois pas que c'est un continent qui est voué à l'échec ou à des bébés qui n'ont pas à manger et les photos qu'on voit sur Instagram ou autre part. J'y crois pas du tout. Je pense que si aujourd'hui vous êtes là, c'est que quelque part, c'est vrai, vous voulez gagner vos points open, mais ça vous intéresse quand même. Et en tout cas, je voulais vous remercier. J'espère pas avoir été trop long. Il y a une petite partie où il y aura une question-réponse, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous reviennent. En tout cas, voilà, c'est un peu ça. C'est surtout le parcours de la Force d'Aimer. Aujourd'hui, voilà, on interagit sur 3 villes en République démocratique du Congo.
mais je voulais surtout aujourd'hui mettre en avant le parcours et ce qui m'a emmené en fait, à créer ça. Bien sûr, c'est le début et c'est juste un bébé qui vient sortir du ventre de sa maman, donc on crie un peu partout pour se faire connaître. C'est un peu ça. Merci à vous en tout cas. Bah, merci beaucoup Kevin, c'était hyper intéressant. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? D'abord, you first. Ah. En tout cas, merci pour ta présentation, c'était super intéressant et très touchant aussi. Et donc du coup, par exemple, les personnes qui t'écoutent ou qui rencontrent ton association, comment eux, à leur tour, peuvent t'aider et peuvent participer à cette association? Alors premièrement, je pense qu'il y a différentes formes de soutien et différentes formes d'aide. Il y a celle qui va être la plus classique et celle qu'on entend souvent, faites un don financier ou autre chose. Ce que je tiens à dire, c'est qu'actuellement, il y a une campagne de dons en nature qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que, si je passe aussi l'annonce, c'est-à-dire que là, on est en train de récolter des fournitures scolaires, mais aussi du vestimentaire qui seront à destination d'un orphelinat au Congo. Mais aujourd'hui, pour toute personne qui aimerait nous soutenir ou nous rejoindre, tout simplement, il y a la possibilité de nous écrire. Aujourd'hui, et l'équipe grandit. Il y en a ici qui potentiellement vont faire partie de l'équipe, je ne vais pas les citer parce que ça va peut-être leur faire un peu peur. Mais il y a des gens avec qui il y a l'ambition, avec qui travailler en fait. Moi, comme j'ai dit, j'ai commencé seul. Aujourd'hui, l'équipe prend forme. Et il y a cette ambition aujourd'hui de rassembler la jeunesse autour de toutes ces questions. Au-delà de toutes ces questions, il y a aussi une dimension où on veut être sur le domaine de l'action. Donc, toute personne qui veut nous rejoindre, la compétence. Je pense qu'il n'y a pas d'incompétent ici. Premièrement, parce que vous êtes en master, pour la plupart. Et même si ce n'est pas le cas, au fait, ce n'est pas une question d'étude, au fait. Juste le simple fait d'être sensible à cette cause, pardon. Je perds mes mots. Juste le fait d'être sensible, au fait, c'est déjà un gros point. Donc la première base pour nous, ça va être ça. Donc bien sûr, nous rejoindre si quelqu'un a des compétences qu'il voudrait mettre au service de l'association et au service des autres, il peut nous rejoindre. Et aussi, s'il y a la possibilité pour certains, peut-être, de faire un don, il y a aussi la possibilité aussi. Comment t'approcher? Il y a un lien, il y a une adresse mail? Bien sûr. Alors, comme j'ai dit, j'ai laissé des petites cartes de visite et des petits flyers partout un peu dans l'école. Au-delà de ça, vous pouvez me demander, il y a l'Instagram quand même, l'Instagram de l'association qui est La Force d'Aimer ORG. Ça, c'est l'Instagram. Il y a un site internet qui est laforcedaimer.com. Et il y a toutes les infos dessus. Il y a la possibilité de faire un don. Il y a la possibilité de faire un don ponctuel, mais aussi mensuel. Il y a toutes ces possibilités-là. Donc, c'est un peu tout. Je ne sais pas si... Et du coup, à ton démarrage, comment tu t'es lancé tout seul? Du coup, tu n'avais pas quelqu'un avec toi pour t'aider? Enfin, vous n'êtes pas mis à deux, tu t'es vraiment lancé tout seul dans ce projet-là au tout début? Non, ouais, tout seul. Ouais. J'ai commencé en 2016, c'était seul. Bien sûr, Ouais. il y a mon entourage qui m'aide. Il y a ma famille, il y a mes parents qui me soutiennent dans ce que je fais. Il y a de l'entourage qui m'aide ponctuellement sur certaines choses, mais disons que ça a commencé tout seul. Après, je sais, et les rencontres que je continue à faire encore aujourd'hui me montrent que finalement, je ne suis pas tout seul, en fait. C'est juste que certains n'ont pas l'action, en fait, le doux. C'est juste ça qui manque parfois, en fait. Et en soi, j'ai commencé seul, mais je sais que je ne suis pas seul. Je sais que ces questions-là, c'est des questions que beaucoup se posent. Et beaucoup aussi ont envie de faire quelque chose pour le continent, mais ne savent pas forcément comment. Donc c'est un peu ça. Bah, c'est vrai que le gros problème associatif en France, c'est qu'on est tous conscients qu'il y a des associations, des besoins, de tout ça. Mais souvent, on ne sait pas comment venir en aide aux gens, si ce n'est par rapport aux dons financiers, comme tu disais, mais il y a plein d'autres types de dons aussi. Et quels sont les obstacles que tu as eus au tout début, du coup? Est-ce que tu as eu affaire à des obstacles quand tu as lancé ton association, que ce soit au niveau administratif, vu que en plus c'est une association qui agit à l'étranger? Est-ce que tu as eu les débuts, en soi, j'y suis, même si ça a été créé en 2020, quand même, j'y suis quand même encore aujourd'hui. Administrativement, j'ai pas eu de soucis. Ça s'est toujours bien passé. En tout cas, on m'a accompagné, en tout cas dans la maison d'association de ma ville, ils m'ont accompagné dans les démarches, la création de statuts, etc. Je dirais que les obstacles aujourd'hui, il est plus vis-à-vis de l'humain, dans le facteur confiance. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui me demandent, ouais, mais ce que tu fais, c'est bien, mais des associations, on en a plein.
Il y en a plein qui font de l'action sociale, il y en a plein qui agissent, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs. Il y en a plein, mais qu'est-ce qui te différencie, en fait? Et souvent, si tu veux, l'obstacle que je rencontre, c'est de convaincre, entre guillemets. Parler de ce qu'on veut faire, parler de ce qu'on fait présentement, mais aussi pour le futur, en fait. Parce que malgré tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un but bien plus long, en fait. Il y a un objectif à long terme qui est bien plus à souligner, en fait. Et c'est souvent ça qui manque. Et c'est un peu ça que je me tâte un peu à expliquer et à convaincre à ce niveau-là, c'est que on commence aujourd'hui avec des actions qui sont peut-être comme les autres, mais il y a un objectif dans le fond qu'on veut faire sur plusieurs années, en fait. Moi, personnellement, ça représente toute ma vie, mais c'est du travail qui va se faire sur 5, les 10 prochaines années. Mais les premiers obstacles, c'est plus l'humain qu'autre chose. Pendant ta présentation, tu as parlé de parrainage, que la Force d'Aimer parrainait deux personnes, 2 enfants. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de cette partie parrainage? Bien sûr. Alors, la partie parrainage, actuellement, elle est en plein développement. Parce que puisque sur l'année 2021 et 2022, le parrainage, il a compris 2 enfants. C'était en fonction de nos capacités. Il faut savoir que pour ces 2 enfants, les frais scolaires reviennent à 35 $ sur le trimestre. Le système de parrainage qu'on est en train de développer, c'est qu'on veut, au-delà de financer les frais scolaires, il y a cette ambition de se dire qu'on veut aller au-delà, en fait. On veut vraiment accompagner des enfants. Je prends un exemple. Dans presque 1 an, ou peut-être plus pour certains, vous sortirez de master. Peut-être que certains commenceront à travailler, et peut-être que certains ici auront acquis certaines expériences vis-à-vis de leur alternance, leur stage, et encore leurs différents travails. Avec vos compétences, au-delà de parrainer l'enfant financièrement, il y a aussi cette possibilité de l'accompagner en quelque sorte. Il y a aussi l'ambition d'échanger avec lui. Il y a aussi l'ambition de créer un vrai lien. Il n'y a pas juste cette ambition de se dire « Ok, on paye les frais de scolarité, et puis le reste, c'est son problème ». Non. Il y a une dimension où on aimerait quand même aller un peu plus loin. C'est des choses qui se construisent, on est en train de le construire, mais c'est un peu ça l'objectif. Parce que Anne, la pauvre, elle est toute seule chez elle. Il y a Anne qui demande combien de personnes t'aident. Depuis 2022, on est à peu près 4. Là, actuellement, il y a une réunion même d'ailleurs d'information qui sera faite avec les prochains adhérents. On est à peu près une dizaine par là. C'est prévu qu'on soit une dizaine. Du coup, ma question, c'était plus par rapport, est-ce qu'à long terme, tu vois ça comme quelque chose dont tu t'occuperas tout le temps sans travailler à côté, ou pour toi, ça restera, tu auras un travail et à côté, tu auras l'association, ou c'est vraiment quelque chose sur lequel tu veux te baser et construire aussi ta vie autour, foncièrement, et à n'avoir que ça dans ta vie? Alors, personnellement, je ne vois pas forcément d'autres... Il n'y a pas d'autres perspectives, en tout cas personnellement. Il y a vraiment, comme j'ai dit, moi c'est ma vie au fait, qui est là-dedans. En fait. Je ne vois pas d'autre chose. Mais il y a quand même cette ambition de pouvoir, comme j'ai dit, créer des solutions économiques. Et aujourd'hui, mon parcours, mon expérience, l'expérience que j'acquiers ici, et encore que je vais acquérir encore avec le temps, je pourrais la mettre aussi à profit, en fait. C'est-à-dire en créant une structure, en créant une entreprise. Bien sûr, avec un objectif social, ça ne serait pas... le capital, ça sera pas, la part du gain, ça ne sera pas du tout mon objectif. Dans un premier temps, pourquoi? Parce que, en soi, ce qui est une solution aussi, c'est aussi la création d'emplois. On aura beau donner des sacs de riz ou autre chose, mais la vraie solution, c'est de créer de l'emploi, créer quelque chose qui permettrait à X ou Y d'avoir des finances. Donc moi, personnellement, j'ai envie de créer une société, de créer quelque chose. Mais ça serait vraiment à des fins sociales, en fait, pour financer ce que je fais. Aujourd'hui, moi, je ne touche pas de subvention. C'est un parti pris que j'ai choisi et que j'assume totalement. Mais tu imagines bien que sans subvention, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut quand même une activité à côté qui me permette justement de financer ce que je fais au niveau social. Dans quel domaine tu vois cette activité-là qui va te permettre de récolter des fonds? Est-ce que ce sera du tourisme? Est-ce que ce sera... Enfin, dans quel domaine tu vois ça? Et comment tu vois les limites éthiques dans ça? C'est-à-dire que si tu crées une structure qui aura un but économique, comment tu penses qu'on peut mettre des limites pour ne pas que ça mette en péril l'objet social de l'organisation? Alors, je pense que dans un premier temps, il y a une chose que je maîtrise, c'est un grand mot de dire maîtriser, mais il y a quelque chose que je fais, c'est-à-dire la communication.
ça serait peut-être possible dans un premier temps. Ça serait peut-être la chose la plus facile dans le sens où c'est quelque chose que je connais. Bien sûr, la communication sur le continent africain, c'est pas du tout pareil qu'ici en Europe. C'est les mêmes outils. Le digital est un peu plus élevé, mais les moyens ne sont pas forcément les mêmes. Peut-être la communication, mais il y a tellement de choses à faire en fait sur le continent africain. Tout est à faire en fait, c'est-à-dire que dans le tourisme, dans l'agriculture, dans l'immobilier, il y a tout à faire en fait. Donc j'ai pas forcément de limite dans les possibilités, dans le champ des possibles, j'ai aucune limite. Mais concernant l'éthique, si tu veux, moi je pense que créer une activité entrepreneuriale, mais qui a des fins et des buts et des objectifs sociaux, c'est possible. Je ne me suis pas forcément penché à 100% sur la thématique, mais je pense que c'est possible. Tout simplement par le simple fait de se dire que, imaginons sur un chiffre annuel, je réserve peut-être 20% du chiffre annuel aux aides sociales. Pardon. C'est peut-être une hypothèse. Je pense qu'une entreprise fonctionne comme elle doit fonctionner. Je ne pense pas que je vais révolutionner quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est dans l'usage du capital, c'est là où la différence va se jouer. Et c'est peut-être même aussi dans le recrutement aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je parle de création d'activité, on est bien conscient que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Peut-être que demain, c'est des gens avec qui je travaille, des gens que je viens en aide aujourd'hui, qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, seront embauchés en fait, dans l'entreprise que je vais créer. Et ça entre totalement dans ce que je fais en fait. Je ne distingue pas ça, parce que j'estime que on peut avoir une entreprise à des fins sociales, avec un impact social fort. Je pense que c'est possible. Je ne me suis pas encore penché dessus parce que ça nécessite du temps, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a différents moyens qu'on peut trouver et sans tergiverser dans l'éthique qu'on a de base. Vu que tu es étudiant en communication, comment ça a évolué à la communication dans les associations? Enfin, qu'est-ce que cherchent Parce que comme tu as dit, les gens, ils ont envie de voir concrètement à quoi servent les dons. Et du coup, voilà, c'est ça ma question. Comment elle évolue la communication? Je n'ai pas forcément un regard très global. J'observe ce que peuvent faire certains organismes sociaux au niveau de leur communication. Mais moi, je peux que parler de moi parce que c'est le sujet un peu aujourd'hui. De manière générale, je dirais qu'il y a quand même une volonté de bien faire. Il y a une volonté de bien faire de la part de beaucoup de personnes. Comme j'ai dit, je ne suis pas le seul acteur social qui agit sur le continent. Je ne suis pas du tout le seul. Et même sur d'autres continents, je ne suis pas du tout le seul. Je dirais juste que la différence, pour nous, comme j'ai dit, c'est d'aller au-delà, en fait. Il y a quand même une dimension panafricaine dans ce qu'on fait. Celle de se dire que sur le continent, il y a une réalité qui est là aujourd'hui. Je ne suis pas là pour relater toute l'histoire, mais aujourd'hui, il y a une réalité qui fait que le système, ce qui a fait que moi-même je crée l'association, c'est qu'il y a des choses qui me dépassent, qui font en sorte que l'aide associative soit toujours utile aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en vérité, le réel souci pour nous, c'est de résoudre, du moins ce qu'on peut faire à notre échelle, casser ces mots, en fait. Ces mots MAUX qui font qu'aujourd'hui, on a des ONG qui sont là sur le continent africain, qui sont là encore et encore. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils sont là. Et ils sont toujours là encore. Et les vrais soucis de la société, les vrais soucis parfois géopolitiques, il faut le dire. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais il y a cette volonté-là d'être une solution aussi pour ces mots-là. Donc la différence pour moi, et même dans la communication que j'ai, elle se place à ce niveau-là. Au niveau de l'objectif, au niveau du but, j'estime que le but et l'objectif n'est pas le même, donc la manière de communiquer aussi ne sera pas forcément pareille. Après, jusqu'à présent, la communication, j'essaye plus ou moins de faire au mieux, d'être présent, comme aujourd'hui, faire une conférence, me présenter, parler de ce que je fais, et puis voilà. Et comment tu fais pour communiquer du coup avec tes partenaires qu'il y a sur place là-bas? Enfin, c'est pas compliqué, vous arrivez à bien échanger. Enfin, comment ça se passe en fait tu vois, par exemple, une journée type, ou une semaine type, comment est-ce que vous faites vos plans, sachant que du coup, tu es souvent loin, tu y vas combien de fois par an La dernière fois que j'y étais, c'était en 2017. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui. Et donc, c'est pas trop compliqué de pouvoir gérer les choses depuis la France. Enfin, vous êtes souvent en communication, j'imagine. Bien sûr. Ça a été pour moi un pari risqué parce que, comme j'ai dit, avec l'organisation qui travaille sur place, ce sont des locaux. C'est un pari risqué que j'ai pris en 2020. C'est un pari que j'ai pris j'ai pris ce risque-là. Aujourd'hui, un risque qui s'avère être payant parce qu'aujourd'hui,
le travail qu'on a commencé à faire ensemble, ben, il continue. Je pense que le Covid a changé beaucoup de choses dans la perception des choses, dans la perception du travail. On ne pouvait pas voyager en 2020, ni presque en 2021. Je crois qu'il fallait le vaccin, etc. Mais le Covid a changé énormément de choses, en fait, même dans ma manière de travailler aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, quand j'ai commencé avec eux en 2020, ça n'a été qu'un soutien financier que j'ai fait. Au-delà de ce soutien financier-là, je demandais parfois certains rapports, certaines factures, etc., pour vérifier l'authenticité et la fiabilité que j'avais avec les gens avec qui je travaillais, tout simplement. Et il s'avère qu'avec le temps, j'ai jugé que c'était des personnes de confiance. Et là, on a mis en place le projet en 2021. Et ça a été, comme ces 2 dernières années, à base de visioconférence, à base d'échanges téléphoniques. Il n'y a pas de journée type parce qu'on n'est pas à un rythme effréné. On travaille pour l'instant de manière assez ponctuelle sur certains projets à des moments T, comme ça a été l'année dernière pour la rentrée scolaire. Mais c'est des échanges qui continuent encore aujourd'hui parce qu'on prépare déjà la rentrée de septembre. Donc ça a été à distance, un pari risqué, mais un pari aujourd'hui qui s'avère être gagnant parce que le projet 2021 s'est très bien passé, autant dans la fiabilité, autant dans la crédibilité, dans la vérification même parfois des devis que eux m'ont envoyés, que l'argent que j'ai envoyé. Ça s'est bien passé jusqu'à présent et j'ose espérer que ça se passera bien encore pour la suite. Et donc là, le prochain projet, donc c'est pour septembre, c'est la rentrée de septembre. Il y en a un juste avant, Ouais. qui consiste du coup à envoyer une récolte de dons que je suis en train de faire actuellement pour un orphelinat à Kinshasa. Et il y aura aussi le projet de septembre qui arrive pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire parrainer les enfants, parrainage d'enfants, autant que possible avec nos capacités, mais aussi, il y a aussi ce levier qu'on veut activer aussi dans les infrastructures. C'est-à-dire que si on peut apporter un coup de pouce dans les infrastructures, on le fera autant que possible. Et est-ce que pour tes projets, est-ce que au-delà des dons, est-ce que tu dois faire appel à des grandes enseignes, faire des partenariats avec des enseignes plus classiques? Bien sûr, je pense que aujourd'hui, le côté, éco-responsable, RSE et même l'engagement social, c'est quelque chose que les entreprises prennent vraiment en considération. À titre privé, bien sûr, il y a aussi cette ambition. Il n'y a aucune porte qui peut se fermer, du moins si on est sur la même longueur d'onde dans l'éthique, dans les valeurs et dans ce qu'on veut, tant que ça ne vient pas diverger la ligne qu'on a, il n'y a pas de souci. Du coup, moi j'ai 2 questions. Du coup, ma première, c'est est-ce que vous allez aller dans d'autres pays d'Afrique? Et mon autre question, c'est, tu as dit que en gros vous refusiez tout ce qui va être subvention, etc. Et c'était pour que tu m'en dises plus sur ce choix-là. Ok, je vais d'abord vis-à-vis des subventions. Quand je parle des subventions, c'est celle du gouvernement. C'est-à-dire que moi, je suis une association loi 1901. Je peux totalement bénéficier de subventions de l'État. Mais comme je dis, il y a certaines prises de position que j'estime qui ne vont pas forcément converger avec le fait que j'allie mes prises de position et le fait d'allier ça avec les subventions. Ça serait totalement contradictoire en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, ça serait contradictoire. Tu vois, ça serait vraiment contradictoire. Et pour ne pas me retrouver demain à l'abandon, parce que je peux demain, et c'est un exemple, je peux avoir un budget peut-être de 5 000 ou plus sur une année, il suffit que je dise quelque chose et que ces subventions soient retirées. T'imagines bien que là, ça pèse dans tous les projets en cours et à venir en fait. Donc pour pas arriver à ce point de non-retour, autant tout de suite aller dans un chemin que j'ai choisi, c'est-à-dire avoir des financements privés. Et puis voilà. Aller dans d'autres pays, c'est l'objectif, mais il y a une prise quand même de conscience dans le sens où je ne vais pas quelque part que je ne connais pas. Mais quand je dis ne pas connaître, c'est la dimension sociale, culturelle, historique, au niveau social, mais aussi politique. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, les objectifs, ils sont à long terme. Faire de la quantité, c'est vraiment pas du tout l'objectif. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, je pense que ça s'ouvrira à moi naturellement. C'est-à-dire que je pense que, étant donné que moi je suis d'origine congolaise, c'est normal que j'agisse au Congo parce que c'est un pays que je connais le mieux. Et même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre concernant l'état social et politique du pays, mais je pense que les choses vont venir d'elles-mêmes en fait. Peut-être que demain, il y a des personnes qui ne sont pas forcément du Congo, qui sont peut-être de la Mauritanie ou ailleurs, qui voudront participer à ce qu'on fait, qui se reconnaîtront. Et peut-être qu'à partir de là, le travail se fera. Mais le travail en amont, c'est d'être au fait et au courant de ce qui se passe dans un pays. On ne veut pas faire de la quantité pour faire de la quantité et puis
avoir aucune qualité dans ce qu'on fait en fait. Ok. Du coup, donc, pour lutter contre la pauvreté et les injustices sur du long terme, ne faut-il pas exploiter les richesses d'un pays et quelles sont-elles? Ben, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, sur ce point-là, sur le fait que lutter contre la pauvreté et les injustices, ben, c'est exploiter les richesses du pays. Mais quand on connaît la situation de comment sont exploitées les richesses du pays, notamment en République démocratique du Congo, je pense que plus ou moins on connaît un peu la République démocratique du Congo pour ces minerais en cobalt qui font aujourd'hui tous nos appareils numériques, nos téléphones, nos micro-ondes, nos fours, etc. On est au courant de tout ça, mais il y a un système aujourd'hui qui ne permet pas au fait que ces richesses-là soient exploitées totalement en fait. Donc il y a aussi cette prise de conscience-là. Je pense que les solutions, là, c'est vraiment d'ordre politique et c'est aussi d'ordre de mouvement social dans le sens où, à notre échelle, nous, ce qu'on pourra faire, c'est sensibiliser, en parler, informer, justement, et avec objectivité, mais en prenant conscience toujours que aujourd'hui, les richesses de nos propres pays, que ce soit au Congo ou même ailleurs, elles ne sont pas forcément utilisées pour enrichir le pays lui-même, mais pour enrichir quelqu'un ailleurs ou d'autres personnes à qui ça pourra en profiter. Donc les solutions, je pense que c'est des choses qui sont un peu à voir à long terme. Mais je suis totalement d'accord. Alors, j'ai compris ton point sur le refus des subventions, de ne pas être dépendant des subventions, pouvoir faire des actions et tout ça. Je pense que la volonté, c'est de ne pas être, soumis au gouvernement. Mais est-ce que tu penses à avoir des rapports un peu plus égalitaires avec le gouvernement au Congo, c'est-à-dire avoir des contacts dans les infrastructures, dans les ministères, voilà, dans les hôpitaux, enfin, tu vois, les écoles et tout ça, avoir des rapports égalitaires, c'est-à-dire aller là-bas et voir comment ça fonctionne et voir comment ne pas être une asso de plus qui fait juste de la charité comme ça, de manière truc, mais pouvoir faire des actions vraiment essentielles qui répondent à des besoins qui sont vraiment pratiques. Donc ça, c'est mon premier point. Et mon second point, c'est est-ce que tu as parlé de faire des choses à long terme? Est-ce qu'il y a des objectifs politiques parce que je n'étais pas là pendant la présentation, donc peut-être que j'ai raté ça. Est-ce qu'il y a un objectif politique, c'est-à-dire influer sur les politiques publiques, essayer de créer un mouvement politique, peut-être un éveil politique? Enfin, est-ce qu'il y a des objectifs politiques dans la démarche à court, à long terme? Premièrement, sur le fait de s'additionner aussi avec le gouvernement sur place et même d'autres structures sur place, ben, l'ambition, elle est clairement là-dessus, au fait. Que ça soit notre petite organisation ou même d'autres, on n'a pas le pouvoir législatif ou même exécutif vis-à-vis de certaines lois au niveau d'un pays. Donc, à un moment donné, on est obligé d'avoir des rapports égalitaires et surtout des bons rapports, en fait, avec le gouvernement ou même des infrastructures. Et c'est ce pourquoi je travaille avec des locaux sur place aussi. Et c'est ce pourquoi, en fait, je converge dans le travail de certains établissements. Parce que c'est quand même des professeurs qui sont là, c'est quand même des directeurs qui sont là, qui font un travail qui parfois ne sont pas financés, payés comme ils doivent être payés par le gouvernement, mais ils le font quand même parce que sur base de bonne volonté. Donc, prendre la cape de super-héros et venir dire c'est nous, entre guillemets, qui allons régler tous les maux de cette société, il n'y a pas du tout cette ambition. Ça n'existe pas chez moi, c'est impossible. C'est vraiment pas possible. On est obligé de converger avec les forces présentes sur place, peu importe la forme qu'elles ont, tant que ça reste dans notre objectif de lutter contre les injustices sociales, ça nous va. Sur la deuxième question, c'était, excuse-moi. Est-ce que tu avais un objectif politique à long terme? Je pense qu'il y a un objectif d'éveil de conscience, et éveil de conscience sociale, mais aussi politique. Maintenant, nous engager politiquement, ça serait trop tôt de le dire, en fait. Ça serait vraiment trop tôt de le dire. Pour l'instant, le souci qu'on a, c'est le souci citoyen. C'est le souci de savoir si monsieur Y et madame X ont de quoi se vêtir, ont de quoi être en sécurité, ont de quoi avoir une solution pour que eux demain soient indépendants financièrement. Je pense que, comme tout, il y a les besoins primaires, ensuite les besoins secondaires, et ensuite les besoins d'accomplissement, etc. Il y a quand même une dimension où on est conscient qu'actuellement, il y en a qui n'ont pas à manger
et qui n'ont pas de quoi boire. Donc on essaye déjà de répondre à ces solutions-là. Mais en même temps, on a ce fer de lance-là où on se dit que la main gauche travaille sur l'action sociale, mais aussi la main droite travaille aussi sur l'éveil de conscience, et qui serait même politique et sociale. Donc oui, il y a une volonté. Je dirais que même sans qu'il y ait de volonté, au moment où je m'engage socialement, il y a quand même une volonté, il y a quand même une démarche politique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si c'est pas dit directement, indirectement, c'est quand même une démarche politique, au fait. Donc je pense que les choses vont grandir step by step à ce niveau-là. Mais l'ambition aujourd'hui, c'est vraiment d'être une solution pour le citoyen et pour la citoyenne sur le continent. Non. Bah écoutez, je pense qu'on peut tous remercier Kevin. Franchement, c'était hyper intéressant. Tu as un parcours qui est assez impressionnant et tu as encore plein de choses devant toi à faire. Donc n'hésitez pas du coup à vous rapprocher de lui. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont en communication ici. Marketing, vous avez des micro-events, tout ça. Donc ça peut être hyper intéressant d'ajouter un stand dans votre micro-event ou quoi. Donc ça peut être cool. Je sais que moi, l'année dernière, quand j'étais étudiante, on faisait pas mal de collectes. Donc ça peut être cool aussi de pouvoir intégrer les étudiants dans les micro-events, tout ça. Bien sûr. Ça peut être hyper intéressant pour toi, je pense. Et pour tout le monde. Merci à vous de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là.